Bonjour, ici c'est Chancela, la journaliste de formation. Comme promis hier lors de l'annonce, nous débutons aujourd'hui avec le 15 minutes d'information sur l'histoire de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Je note que je me donnerai le travail de lire et d'essayer d'analyser avec vous. Et de votre tour, essayez aussi de partager la vidéo et la même connaissance avec tout le monde dans votre entourage. Question de propager cette information et de pouvoir préparer tous les Congolais, peu importe les enfants, les adolescents, les adultes, à toute éventualité. Nous disons toujours que la connaissance est la clé pour pouvoir ouvrir des portes, pour combattre cette insécurité, pour restaurer la paix sur toute l'étendue du territoire national congolais, en particulier dans la partie est de notre pays. Nous devons de pouvoir suffisamment apprendre, suffisamment nous informer sur la situation, d'où elle provient, pourquoi elle se passe de cette manière et où en sommes-nous aujourd'hui, qu'est-ce que nous n'avons pas pu faire concrètement et que si nous ne les faisions pas aujourd'hui, demain nous pourrons regretter où les nombres des morts continueront à être exhibés dans le monde ou dans des ouvrages. Notez qu'il y a eu plus de 10 millions de morts dans cette guerre dans la partie de l'Est de la RDC depuis 30 ans aujourd'hui, sans compter plus de 500 000 femmes violées, éventrées, massacrées et des enfants, n'en parlons pas. Il y a de ceux qui se font recruter des forces pour intégrer des groupes armés soutenus par le Rwanda et l'Ouganda avec la complicité de la communauté internationale. Comme j'avais annoncé hier, aujourd'hui nous allons débuter avec le premier livre, le livre de Charles Nana, Holocauste au Congo, l'omerta de la communauté internationale. La France complice, la France est-elle complice? Le premier chapitre s'intitule Le plan secret d'invasion militaire du Congo-Zaïre. Je vais les lire. Question de, en tout cas, utiliser les 15 minutes qui nous sont données sur la chaîne. La méthode rwandaise pour masquer l'invasion du Congo-Zaïre. Écoutez très bien, je sais qu'il y a des gens qui se posent des questions et ça a commencé comment, pourquoi seulement le Congo et le Rwanda. Je rappelle aussi à tous les Africains ou à tous francophones dans le monde qui auraient l'occasion de suivre cette vidéo que le Congo, la République démocratique du Congo compte 9 pays voisins et seuls les 2 pays voisins de la RDC, en l'occurrence du Rwanda et de l'Ouganda, posent énormément ou d'énormes problèmes à la RDC dans sa partie est. Peu importe la volonté du peuple congolais, la détermination de ses dirigeants pour résoudre cette question des manières pacifiques, sans effusion des sangs, le Rwanda et l'Ouganda s'engagent dans les hostilités inadmissibles et ayant causé autant de morts comme je l'ai énuméré depuis toutes ces années. Il est désormais établi que la version officielle de la tragédie rwandaise de 1994 est tronquée. Quelques rares travaux de journalistes ou des chercheurs et même d'acteurs directs ont commencé à remettre en cause les récits hollywoodiens que le régime de Paul Kagame et certains médias ont soigneusement construits plus de 2 décennies durant le massacre et la guerre au Rwanda. L'agressivité et la violence qui s'exercent à l'encontre de tous ces auteurs sont à la hauteur de la falsification de l'histoire de cette tragédie. Ça veut tout simplement dire que depuis plus de 2 décennies, donc plus de 20 ans aujourd'hui, le Rwanda raconte que c'est le Rwanda qui est victime ou une particularité de Rwandais au Rwanda, ou peut-être dans certains pays voisins du Rwanda, sont victimes de discrimination ou de n'importe quel autre genre de mensonge perpétré par Paul Kagame et son régime. Aujourd'hui, des chercheurs essayent de sortir la tête du lot pour essayer de relayer la vérité ou une nouvelle version de ce qui n'a pas été dit sur la guerre qui a eu lieu entre les Rwandais chez eux au Rwanda et qui a débouché à l'accueil des déplacés ou des réfugiés rwandais sur les sols congolais, ce qui nous cause aujourd'hui autant de malheurs avec autant de morts. Aujourd'hui, contrairement à 2 décennies passées, il y a des gens qui en parlent, il y a des journalistes qui en parlent, il y a des chercheurs qui font des investigations pour essayer de révéler à la lumière de tous ce qui s'est réellement passé et ce qui nous a conduit à où nous sommes aujourd'hui. De même, la médiatisation excessive de massacres et du génocide au Rwanda reste nécessaire pour l'actuel régime de Kigali qui ne souhaite pas voir évoquer ou questionner son rôle dans la guerre qu'il poursuit indéfiniment contre les millions de Congolais sur leur territoire depuis plus de 20 ans aujourd'hui.
Ainsi, le fait de traiter régulièrement du génocide au Rwanda, maintenant de facto le travail de nombre de chercheurs et des responsables politiques ou associatifs à l'écart des crimes de masse que les troupes et les milices Tutsis du régime de Paul Kagame commettent en RDC. Nul n'est manifestement autorisé à parler librement de ces horreurs puisque le Rwanda de Paul Kagame fut victime d'un génocide en 1994. Pourquoi tenter de réfléchir sur les raisons ou les causes de ces génocides si les gouvernements rwandais et ces lobbies pensent déjà à la place des chercheurs, des politologues ou des historiens et très souvent d'ailleurs à la place de tout le Rwandais. C'est questionne Charles Onana dans son livre. Je vais essayer de les résumer rapidement. Il essaye d'expliquer que le problème des médiatisations, tous ceux qui essayent de médiatiser la situation à l'est de la République démocratique du Congo sont poursuivis ou se font tuer systématiquement par les régimes de Kagame qui ne veut pas que sa responsabilité dans ce qu'il qualifie des génocides rwandais lui soit attribuée ou que sa responsabilité soit reconnue aux yeux du monde. Même des Rwandais qui essayent d'en parler, ils sont pourchassés par les régimes de Paul Kagame. Alors si Kagame n'y était pour rien, pourquoi il refuse que la question soit abordée dans des médias et pourquoi il refuse que les causes qui ont poussé à ce qu'il qualifie des génocides soient évoquées dans des médias? Ça, c'est Charles Onana qui en parle. Pourquoi continuer à faire des recherches ou à ouvrir des nouvelles archives et à diffuser des nouveaux témoignages si les gouvernements rwandais et ses soutiens ont trouvé toutes les réponses et les ont déjà gravées dans le marbre? Se pose encore la question l'écrivain. A-t-on encore au moins le droit de questionner les faits? Apparemment non, a-t-il répondu. Dans un tel contexte, les questionnements deviennent suspects pour ne pas dire dangereux. Par conséquent, tous ceux qui osent mener des recherches ou qui s'aventureraient à vouloir éclairer le public sur les massacres dans cette région en dehors des lignes et des périmètres tracés par Paul Kagame prennent non seulement des risques considérables, mais s'exposent à la furie de Kigali et ses réseaux clandestins en Europe. En quelque sorte, il essaie de dire que tout, comme je l'ai dit, tous ceux qui essayent de relayer une autre version, y compris nous, Congolais, nous qui essayons de relayer la vérité dans cette tragédie qui subit notre pays depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui, nous sommes la cible des Kagame, des chercheurs qui essayent d'en parler, des écrivains ou tout simplement des politologues qui essayent d'en parler, ils se font pourchasser, ils se font rechercher par des réseaux clandestins, en quelque sorte des tueurs en série engagés par le gouvernement de Paul Kagame de partout. En recourant constamment à l'intimidation, au dénigrement, voire aux poursuites judiciaires et à la censure médiatique, Paul Kagame et ses lobbies tentent de contraindre tous ceux qui ont l'audace d'enquêter sur la tragédie rwandaise et sur les drames de la RDC de se ranger du bon côté pour éviter des ennuis. En quelque sorte, si tu en parles, tu es pourchassé, tu es dénigré, tu es intimidé, tu es menacé, parce que pour eux, la ligne qui a été propagée dans le monde entier doit être conservée et personne ne peut s'en sortir ou personne ne peut sortir une autre version outre celle rendue officielle par le régime de Paul Kagame. Comment une région où les morts et les viols se comptent par millions peut-elle se transformer en un vaste espace de silence, d'intimidation et de censure? Se pose la question l'écrivain. Cette situation plutôt fréquente là où sévit la mafia a pris racine dans la région des Grands Lacs africains depuis 1994. L'exemple de la République démocratique du Congo est de ces points de vue très intéressant car le peuple congolais est soumis sans cesse à la violence et à l'intimidation au point qu'une partie importante de la classe politique a renoncé à parler de ceux qui massacrent le Congolais. De quoi s'agit-il exactement? Depuis 1994, ces pays des 2 345 000 de kilomètres carrés, près de 4 fois la France, souffrent d'une guerre chronique, des massacres des masses et d'atrocités continues. Au cœur de ces atrocités et de cette souffrance indescriptible, on trouve constamment des troupes venant des pays voisins, principalement le Rwanda et l'Ouganda. Que cherchent donc ces troupes en République démocratique du Congo et pourquoi s'autorisent-elles à infliger un tel calvaire aux populations de ces pays?
Pour comprendre ce qui a conduit en particulier des soldats rwandais en RDC, il est utile de revenir à la guerre qui s'est déroulée chez les Rwandais en 1994 et sur les objectifs sous-tendaient cette guerre, donc des objectifs qui sous-tendaient cette guerre. Contrairement à ce que certains affirment souvent, le drame du Rwanda a commencé en 1990 par l'invasion de rebelles Tutsis venus de l'Ouganda avec pour objectif d'évincer le président rwandais Juvenal Habyarimana du pouvoir. Là encore, je rappelle rapidement que le mal a commencé lors de l'arrivée du FPR, parce que Paul Kagame, comme je l'ai toujours dit, c'est un disciple de Kaguta Museveni. Donc, il a été formé en Ouganda, il a été pris en charge sous les ailes de Museveni, et pour sa formation militaire, il était parti de l'Ouganda comme étant citoyen ougandais. Alors là encore, on est en train de nous préciser dans ces livres que tout a commencé en 1990 lors de l'arrivée du Front patriotique rwandais conduit par Kagame et d'autres leaders qui étaient pratiquement de Tutsis, qui étaient venus pour chasser les anciens présidents rwandais qui a été battu dans son avion en provenance d'une réunion sur la paix dans la même région au niveau des Dar es Salaam en Tanzanie. Juvenal Habyarimana qui était Hutu. Alors les Tutsis sont venus pour chasser les Hutus du pouvoir et c'est là que tout a débuté. C'était en 1990 selon l'écrivain Charles Onana. Ces rebelles Tutsis étaient globalement en service dans l'armée ougandaise, mais étant d'origine rwandaise. Ils ont décidé de quitter l'armée ougandaise pour aller prendre les pouvoirs au Rwanda en prétendant qu'ils y apporteraient la démocratie. 29 ans après, ils sont toujours au pouvoir et aucune perspective d'alternance politique n'est pointe à l'horizon dans ces pays. On peut donc constater que le mensonge sur la démocratie a bien fonctionné puisque Paul Kagame compte rester au pouvoir jusqu'en 2035, totalisant ainsi 40 ans de règne sans partage. Ce sont donc des Tutsis qui gouvernent désormais le Rwanda et des Hutus, puis des Tutsis en sont pratiquement exclus. Donc en quelque sorte ici, c'est les Tutsis qui dirigent le Rwanda depuis l'arrivée de Paul Kagame et ses troupes en 1990. Ils ont abattu l'avion du président Habyarimana avec le président dedans. Et après, ils ont pris les pouvoirs en 1994. Jusqu'aujourd'hui, ils sont toujours au pouvoir et Kagame prévoit de rester au pouvoir jusqu'en 2035. Pendant ces temps, la communauté internationale qui passe son temps à faire des leçons de démocratie à la RDC et à ses dirigeants et aussi au peuple congolais ferme les yeux carrément face à ce qui se passe, à la dictature bien organisée de Paul Kagame dans son pays. Malgré cette dictature, malgré le fait que les Tutsis et les Hutus soient exclus de la gestion de la chose publique dans leur propre pays, Kagame continue de bénéficier du soutien de la communauté internationale. C'est comme ça que j'ai toujours dit que les Congolais doivent se prendre en charge. Nous devons cesser de croire que la communauté internationale aura la réponse à nos questions. Nous devons nous mobiliser comme j'essaie de les faire en partageant cette connaissance, en partageant ces informations pour que chacun de nous puisse s'apprêter et que personne ne prétende n'avoir pas été au courant. Voilà, je continue avec la lecture. L'idée principale était d'installer un dirigeant à la tête du Rwanda qui serait en mesure d'envahir le Congo-Zaïre et de s'emparer de ses richesses au profit des entreprises minières occidentales et des intérêts privés anglo-américains soutenus par certains dirigeants occidentaux. En effet, le Rwanda étant un petit pays pauvre et enclavé, ceux qui avaient soutenu Paul Kagame et les Tutsis dans leur prise de pouvoir au Rwanda avaient prévu d'être récompensés grâce aux minerais du Congo-Zaïre. J'espère que ça commence à viendre, comme on l'a dit, ça commence à viendre, vous commencez à comprendre que ce qui se passe à l'Est n'est pas forcément la résultante des attitudes des dirigeants congolais forcément, même s'ils ont une part de responsabilité, mais c'est très souvent un plan qui a été prédestiné contre notre pays. Maintenant, il faut que nous allions à la racine pour essayer de comprendre la question, comprendre la situation pour nous assurer que effectivement nous sommes prêts pour pouvoir relayer la vérité et notre version des faits.
Pour réussir cette phase, une offensive militaire fut donc menée contre la population du Rwanda pour les contraindre à fuir vers le Congo-Zaïre. Dès le départ, il fallait éviter d'éveiller la curiosité des Zaïrois ou des Africains en général et même de certains Européens sur des raisons qui poussaient à l'arrivée massive de réfugiés rwandais sur les sols zaïrois en avril et juillet 1994. D'ailleurs, pour ne pas permettre l'examen de cette question, certains vont présenter cette situation comme une conséquence directe du génocide au Rwanda. D'afflux des millions de réfugiés rwandais en territoire zaïrois n'est en aucun cas le fait d'un accident malencontreux ni un dégât collatéral du génocide rwandais. Il procède au contraire d'une action militaire minutieusement préparée en vue d'envahir et d'occuper l'est du Zaïre pour exploiter ses minéraux. Ça, c'est clair comme de l'eau de la roche, de l'eau de roche. Il s'agit d'inciter les populations autochtones de l'est du Zaïre à abandonner leurs terres aux populations étrangères afin de mieux organiser l'exportation des minéraux. La deuxième et la troisième partie de cet ouvrage donnent plus de précisions sur ces points, ainsi parler des conséquences du génocide rwandais au sujet des réfugiés arrivant au Zaïre entre 1994 et 1996 est au moins un euphémisme ou plus une grave erreur d'analyse. J'espère que c'est clair, ou je dois encore mettre une petite pause pour expliquer. C'est que les plans ont été déjà définis. On parle des militaires rwandais qui quittent l'Ouganda parce qu'il n'y a pas de démocratie à travers les dirigeants Hutus qui étaient à la tête du Rwanda. Ils arrivent soi-disant pour imposer la démocratie. Ils tuent le président Habyarimana. Ils prennent les pouvoirs plus de 25 ans aujourd'hui au pouvoir. Il n'y a pas toujours de démocratie. Ils ne sont sous aucune pression pour pouvoir exercer la dite démocratie. Mais bien au contraire, ils ont planifié des pousser les citoyens rwandais. Quand on parle de Rwandais, il faut compter les Tutsis, les Hutus qui ont quitté, au fait. C'était pas une guerre hasardeuse. Tout cela a été planifié. Ils ont été poussés à l'est du Congo. Comme ça, ils viendront au nom des... on traque les génocidaires Hutus qui ont fui au Congo. On veut les traquer pendant ces temps. Ils vont continuer à piller les minéraux. Ils vont continuer à violer. Et parce que la population ne va pas décider d'elle-même de quitter leur village ou ces villages pour aller trouver de l'abri ailleurs, ils vont maintenant commencer à tuer ces populations-là pour s'assurer qu'il n'y ait plus suffisamment de Congolais qui vivent dans ces coins-là de la République démocratique du Congo, mais que de Rwandais qui viennent du Rwanda pour exploiter les minéraux trouvent refuge et petit à petit, ils apprennent même nos langues. Ils commencent à parler les Swahili ou les langues qui sont parlées, les dialectes qui sont parlés dans l'Est du Congo et comme ça, ils seront assimilés aux Congolais. Je continue. D'ailleurs, cette version ne saurait davantage prospérer au motif qu'elle révèle stricto sensu de la propagande du régime de Paul Kagame qui prétend que ce qui se passe au Congo concerne exclusivement des Congolais. Les discours sur les dégâts collatéraux du génocide rwandais furent suffisamment puissants et répétitifs au point que même les autorités zaïroises ont fini par le croire en voyant les réfugiés rwandais entrer massivement sur leur territoire. Ils pensaient, les autorités, les politiciens zaïrois, ils pensaient que leur pays subissait les conséquences de la guerre du Rwanda, même s'ils n'étaient pas dupes dans l'ensemble. Ils étaient surtout loin d'imaginer que leur pays était devenu la cible principale de ce qui s'est joué au Rwanda. Ils ne voyaient pas explicitement que leur pays était, dès 1994, non seulement dans la ligne des mires du régime de Paul Kagame qui venait de prendre le pouvoir à Kigali, mais qu'il était aussi dans les viseurs des milieux d'affaires anglo-saxons qui voulaient dépecer le Congo et les vider de ses ressources naturelles et de ses populations. Les réfugiés rwandais seront donc utilisés pour masquer ces projets. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que voilà, nous sommes déjà à 20 minutes. Il était prévu 15 minutes. Nous sommes déjà à 20 minutes. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Vous comprenez clairement, petit à petit, qu'on va évoluer ici.
l'origine de la situation sécuritaire, de l'insécurité à l'est du pays, de cette instabilité des plus de 30 ans désormais à l'est de notre pays. Voilà, les Aïros à l'époque qui acceptaient d'accueillir de Rwandais qui étaient venus ne savaient pas qu'en les accueillant, ils ouvraient en réalité la porte à ce qui est devenu le Congo aujourd'hui. Le Congo est clairement dépecé, le Congo est clairement mutilé, le Congo est clairement infiltré. Et qu'à cela ne tienne, ce n'est pas les derniers mots, hein. Ça ce sont des faits qui sont vérifiables, mais cela n'exclut pas notre degré d'engagement, cela n'exclut pas que nous puissions nous engager sincèrement pour pouvoir réécrire la nouvelle histoire de notre propre pays. Ils ont été reçus, certains ont acquis la nationalité congolaise en communauté en 74. Aujourd'hui, si nous sommes forts, si nous décidons de devenir forts et de pouvoir mener la bataille de notre propre manière, il se peut que nous les renvoyons chez eux si nous sommes forts. Alors, merci d'avoir suivi cette première édition des 15 minutes d'histoire sur la situation sécuritaire à l'est du pays ou d'histoire sur la guerre à l'est du Congo avec Chancela Tchala News. Continuez à vous abonner sur CT News, continuez à partager ce genre de vidéos pourvu que le Congolais soit suffisamment informé et éclairé sur la situation à l'est du pays. Ceci nous permettra de pouvoir nous apprêter et de nous tenir prêts devant toute éventualité. À demain.